find a way. Trying to find a way, yeah. But you never go away. Nous sommes tous différents. Les autistes sont tous différents, au même titre que nous sommes tous différents. L'autisme, c'est pas une façon d'être tous pareils. Nous sommes tous pareils et pourtant nous sommes tous différents. Les autistes sont tous pareils et pourtant ils sont tous différents. On considère qu'il y a 1%, en fait c'est 1,5%, allez, 1,5% de personnes autistes dans la population générale. D'accord ? Donc quand un môme naît, il a 1,5% de chance, de risque, vous prenez le terme que vous voulez, d'être autiste. À 30 semaines d'aménorrhée, 9%. À 29 semaines d'aménorrhée, une semaine à 10%. Donc la prématurité est une des causes d'autisme reconnues aujourd'hui. Les scientifiques travaillent sur des modèles animaux. Et que quand vous observez le développement embryonnaire d'une petite souris, c'est d'ailleurs les engueulades que j'ai avec Benary, elles se sont là-dessus. Parce que chez la souris, à la naissance, tous les GABA, ils deviennent inhibiteurs. D'accord ? Quand je dis mais ils alternent, ils me disent ouais, peut-être, tout ça, bof, peut-être. Et c'est évident que chez l'homme, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est sans aucune polémique aucune, mais je ne comprends pas la même mise des psychiatres sur l'autisme, puisque pour moi l'autisme c'est pas du tout une... Déjà pour moi c'est pas une maladie, bon ça c'est comme vous l'avez dit très bien du tout là, c'est pas la peine de débattre là-dessus, mais c'est pas une affection psychiatrique. Donc alors ça ne veut pas dire que l'autisme ne peut pas avoir une atteinte psychiatrique, mais l'autisme en soi n'est pas une affection psychiatrique. C'est pas psychiatrique, sauf si ça vous emporte, si ça vous embolise dans vos capacités à vivre. Ça touche le cerveau. Et ouais. Ça concerne le cerveau. Et à partir du moment où ça concerne le cerveau, il y a deux options. Soit vous êtes dans la neurologie, soit vous êtes dans la psychiatrie. C'est comme ça que ça s'est dessiné historiquement. J'y suis pour rien. Comme c'est trop compliqué pour les neurologues, comme il n'y a pas un endroit particulier, il n'y a pas une région dans notre cerveau où ça hiérarchise, ça hiérarchise partout. Et donc ça hiérarchise partout, donc on peut penser que je hiérarchise bien là et pas là. Vous voyez ? On peut avoir une diversité. Donc comme c'est pas comme ça que ça marche, les neurologues, c'est pas pour eux. Et donc c'est tombé du côté de la psychiatrie pour cette raison-là. Maintenant, les psychiatres, ils commencent doucement à se rendre compte qu'il y a un cerveau. Et que c'est du cerveau dont il s'agit. Et que ça serait chic de pouvoir s'intéresser au cerveau. C'est-à-dire qu'ils s'y intéressent peu, parce que c'est très compliqué, et que ils trouvent ça plus intéressant, plus valorisant de s'intéresser à l'humanisme, quoi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des modèles qu'on construit sont le résultat de la recherche. Ça veut donc dire qu'ils sont tributaires des conditions même expérimentales. Quand on fait une IRM fonctionnelle, c'est-à-dire quand on observe comment fonctionne le cerveau, on observe la consommation énergétique du cerveau quand je fais une tâche. Je mesure la consommation de glucose, la consommation d'oxygène ou le flux sanguin. D'accord ? Et donc ça se passe comment ? Imaginez que je veux savoir quelle est la région du cerveau chez moi qui s'allume quand j'observe une chaise. Donc on me met dans une machine, on me fait une photo quand je suis au repos, et on me montre une image d'une chaise et on fait une photo. Et on soustrait les deux photos. Qu'est-ce que la chaise allume ? C'est chic parce que la chaise, elle va allumer la même région du cerveau chez chacun d'entre nous. Autiste et pas autiste d'ailleurs. D'accord ? Donc j'ai la région du cerveau qui allume la chaise, qui traite la chaise. D'accord ? Mais cependant, j'ai balancé tout le reste. Tout ce qui fait qu'on voit la chaise avec la même région du cerveau, mais qu'on ne la voit pas de la même façon. On est en permanence dans un grand flux d'informations contextuelles. C'est-à-dire toutes les informations qui sont autour de nous. Et donc ça veut dire que nous traitons en permanence ce grand flux d'informations. Qu'on ait conscience de le traiter ou qu'on n'ait pas conscience de le traiter, on s'en fout, c'est pas la question. Nous, on traite en simultané. Ça veut dire qu'on traite un grand nombre d'informations qui bougent tout le temps. Pour traiter un grand nombre d'informations qui bougent tout le temps, il faut qu'on puisse les hiérarchiser les unes par rapport aux autres.
D'accord ? Et bien, c'est cette capacité à hiérarchiser les informations qui ne fonctionne pas dans l'autisme. Tout le reste marche très bien, mais pas ça. Et le fait de ne pas pouvoir hiérarchiser l'information entrave la possibilité d'utiliser le contexte dans les processus développementaux et dans le quotidien. Un petit bébé, il apprend implicitement, à la naissance, dès la naissance. Tous les apprentissages implicites, c'est tous les apprentissages qu'on met en place sans avoir conscience de les avoir mis en place. Tout ce qui est naturel de faire quand on est un petit bébé à tel âge, tel âge. Qui nous a appris que le langage servait à demander, ça sert à plein de choses le langage, mais notamment à demander quelque chose. Un petit bébé à 2 heures de vie, il imite très bien. On sait ça depuis les années 80. Vous prenez un môme de 2 heures de vie, vous lui tirez la langue, il tire la langue, vous faites une grimace, il fait une grimace, vous lui souriez, il vous sourit. Et donc, quand maman, 2 heures après l'accouchement, se penche pour la première fois sur le berceau de son bébé, il lui sourit, le bébé il sourit. C'est génial, il m'a reconnu. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait reconnu ou pas, en fait, je m'en fiche. C'est très important que la maman pense ça. D'accord ? Et puis la maman, elle va recommencer 20 fois dans la journée. D'accord ? Et donc 20 fois par jour, vous allez chacun. Et puis il va y avoir papa, il va y avoir la sage-femme, il va y avoir les grands-parents, etc. Mais parmi les apprentissages implicites qui vont se mettre en place, il y a celui qui est, quand on est en relation avec les humains, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Ok ? Alors, regardons, et là où ça devient très intéressant, regardons un instant les conditions pour qu'un apprentissage implicite de cette nature se mette en place. Il faut imiter. Ouais, mais les mômes autistes, ils imitent comme les autres. Il faut répéter, mais toutes les mamans répètent à cet âge-là. Il faut diversifier, mais par malheur dans la famille, il y a diversification, papa, la sage-femme, etc., etc., etc. Il faut encourager, mais tout le monde encourage. T'as vu, il m'a reconnu, c'est génial, il a les yeux de son père. Enfin, tout ce qu'on raconte dans ces moments-là, qui mettent de l'allant dans un truc. Et il faut que le petit môme il puisse hiérarchiser les informations, parce que quand il a un visage humain, il a une nez, une bouche, des oreilles, des machins, etc., il faut qu'il focalise sur les yeux. Si je ne peux pas hiérarchiser, ça ne se met pas en place. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prend en charge des enfants autistes aujourd'hui ? Selon toutes les méthodes recommandées. ABA, Teach, PEX, et tout ce que vous voulez. On imite, on répète, on diversifie, on encourage, on donne envie, et on simplifie le contexte. Elles se reposent toutes sur ces 5 principes-là. Le langage. La particularité du langage, c'est sa polysémie. À un mot correspond une série d'objets différents et de circonstances différentes dans lesquelles ces mots interviennent. Ça veut dire que pour qu'on puisse parler ensemble, il faut qu'on soit sûr de parler de la même chose. Donc ça veut dire qu'on a une représentation mentale, ce qu'on a présent à l'esprit, qui est compatible avec cette polysémie. Eh bien, on ne construit pas la représentation, on construit pas la compatibilité de la représentation mentale à la polysémie de la même façon que l'on soit autiste ou qu'on ne soit pas autiste. Nous, on hiérarchise les informations. Si vous en voulez un exemple, je vous en donne un très simple. Je dis le mot fleur, on a quelques idées. J'enchaîne fleur, enterrement, c'était pas la première idée. On a tous les 3, on a tous chrysanthème et le dernier enterrement. Donc on passe notre temps à hiérarchiser. Un gamin autiste de 12 ans, quand je dis humain, qu'est-ce que tu vois toi comme image ? La texture de la peau. On a tous la même texture de peau. Bien joué, hein ? Bien joué, sauf que le moment où je vais lui présenter une bestiole qui a la même texture de peau que nous, il va falloir qu'il revoie son système. D'accord ? Et donc le paradoxe qu'on connaît très bien, et qu'on décline très bien, notamment chez les enfants autistes qui parlent très tôt, j'utilise plus le terme d'Asperger, c'est qu'ils sont très forts dans le compliqué. En revanche, un mot simple, de temps en temps, ça coince. Si je sors une fleur qui ne ressemble pas à une fleur et qu'on n'a encore jamais vue et que je vous dis ça, c'est une fleur, voilà. Un bébé à la naissance est capable de faire la différence de toutes les phonèmes de toutes les langues du monde. Mais après tout, on est équipé, on ne sait pas où atterrir. Ça, c'est la génétique, vous voyez ? La confusion entre génétique et réalité. La génétique vous offre la possibilité de naître n'importe où dans le monde. Et la réalité, on réduit à l'âge de 6 mois au phonème de la langue maternelle. Et donc ça veut dire, en termes de maturation, qu'il y a une réduction de nos capacités à faire la distinction de sons d'origine humaine à la lumière du contexte. Les émotions. Les émotions ont cette capacité chez chacun d'entre nous, en permanence. Quand elles sont trop puissantes, elles nous embolisent notre pensée. On se retrouve dans un attentat, un certain nombre d'entre nous perdons totalement nos moyens d'anxiété. Donc l'émotion, quand elle est trop forte, elle nous fait perdre notre contrôle d'activité. Mais l'émotion étant tout le temps présente, ça veut dire qu'on a besoin ça veut dire que dans la perception qu'on en a, on la nuance. Si je ne peux pas nuancer l'émotion, elle m'emmerde. Excusez-moi de dire ça comme ça. J'essaie de la tenir à distance, qu'elle ne vienne pas m'emboliser, quoi. Et quand elle me récupère, vous maintenant, vous mettez 2 jours, 3 heures, ça dépend des situations, à intellectuellement construire la nuance. Vous y arrivez très bien, mais c'est une construction intellectuelle, c'est pas une construction dans le ressenti immédiat.
Pourquoi à l'école, on a des mots autistes qui marchent très bien, puis tout d'un coup, ça explose? Alors, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles ça peut exploser, d'accord? Une des raisons, c'est que le môme, il se met une pression trop importante. Il ne peut pas la nuancer. Et donc, il ne peut aller à l'école que s'il réussit parfaitement tout ce qu'il fait. Il ne peut pas se tromper. Et donc, il faut qu'on lui apprenne ça. Qu'on lui apprenne à soulager de cette pression qu'il se met. Mais l'imprévu, c'est très compliqué parce qu'il faut aller vite pour traiter l'imprévu. Et que j'ai une pression à répondre. Et déjà, ma pression, si je ne peux pas la nuancer, ça m'embolise. Mais qu'en plus, c'est plus facile si je peux traiter beaucoup d'informations plutôt qu'une par une. Donc il y a deux raisons. Généraliser les apprentissages de la même façon. Enfin, on peut la logique idiosyncratique, la magnifique logique idiosyncratique des autistes de temps en temps. Un gamin de 14 ans débarque un jour à ma consultation et me fait la proposition suivante. On peut faire l'hypothèse que quand on meurt, on a une âme qui va quelque part. Si elle va quelque part, elle est extraterrestre. Eh bien, les extraterrestres, c'est notre âme. Je reste en face de ce gamin en me disant, mais qu'est-ce que c'est mignon? Mais pourquoi c'est lui et pas moi? J'étais déjà plein d'idées que je pouvais avoir toutes les idées de la Terre. Et donc, c'est la seule chose qui m'a gêné. Et en fait, si j'y réfléchis bien, moi, dans ma culture judéo-chrétienne, il y a une exclusion contextuelle entre âme et extraterrestre. Et que cette exclusion contextuelle m'interdit ce travail de rapprochement. Il n'a jamais vu d'exclusion contextuelle, le gamin. Il fonctionne par continuité, ça donne un truc génial. Dans la science, c'est comme ça que ça avance de temps en temps. Ça ne veut pas dire que tous les grands scientifiques sont autistes, il ne faut pas déconner non plus. Mais c'est aussi comme ça, c'est parce qu'on arrive à s'affranchir de contraintes contextuelles qu'on progresse dans les connaissances. Vous voyez donc voilà, j'en suis là, moi. J'en suis juste là. Et après, il y a énormément de boulot et ça sera post-mortem.